c'est en octobre, c'est la conférence de presse du général Salon. En fait, c'est pas une conférence de presse, c'est une déclaration au Palais d'Orsay. D'ailleurs, il y a d'autres photos où on voit au premier rang Georges Bidault, mon père qui est là aussi. Ils sont en liaison, hein, on a des courriers entre eux à ce moment-là. Il tient une conférence de presse algérie-française et il part avec Ferrandi en Espagne. Donc, il faut dire qu'à l'époque, ils étaient tous suivis par la police, écoutés, etc. Hein. Depuis les barricades, c'était comme ça. Donc, mon père d'ailleurs avait pris quelques fois le large pour ne pas... Il était suivi, il se met, et puis il allait se mettre au vert quelque temps pour pouvoir faire ce qu'il voulait. Il passe en Espagne, là, c'est le procès, il y a le procès des barricades, et partent en Espagne La Gaillarde, Ronda, Susini, De Marquet. Et ils se retrouvent à Madrid. Et à la fin 60, ils signent tous ensemble un papier qui invite à voter non au référendum du 8 janvier 61, qui était le référendum qui approuvait le principe de l'autodétermination et qui surtout organisait les pouvoirs publics en Algérie, ce qui était un premier pas vers un premier ou un énième pas vers le largage, mais très concret celui-là, puisque ce n'était plus l'administration française telle qu'elle était en métropole. Donc, il est en Espagne. Bon, il y a différentes personnes qui viennent, le général Faure, Titier Lignancourt, le général Gardi, etc. Et il téléphone quasiment tous les jours, sûrement tous les jours, d'ailleurs à Lucienne, son épouse, qui est à Alger. Et il a l'information comme quoi il y aura un coup qui se préparera le 21 avril et qui sera prévenu. Donc il prend des mesures pour pouvoir rejoindre Alger, en particulier avec Serrano Suner, qui était un ancien ministre de Franco, qui arrive à lui trouver un petit avion pour aller à Alger. Le 21 avril, ils n'ont pas le signal, ils croient que c'est annulé, c'est parce qu'il y a eu un décalage d'un jour. Le 22 avril, ils ont le signal, mais ils partent que le 23, ils arrivent clandestinement, bien sûr, et dans l'avion, il ne peut, il y avait la Gaillarde aussi qui était sur place, il ne part qu'avec Ferrandi et Susini, il y avait 3 places plus le pilote. Donc il se trouve à Alger le 23, il trouve déjà la situation quand même pas très satisfaisante d'un point de vue état d'esprit, ambiance, et bon, je ne vais pas entrer dans le détail de ce qu'on appelle le putsch, mais après l'échec que Charles explique très bien dans un entretien qu'il a eu au service historique de la défense de l'armée de l'air à l'époque, étendu principalement aux côtés édredons de la plupart des généraux qui commandaient en Algérie. Les généraux commandant le corps d'armée, les généraux commandant les zones, tous les généraux qui étaient là, qui disaient « Mon général, on sera sur le plan opérationnel, on est sous vos ordres, mais sur le plan administratif... » Charles se bat contre des édredons. Et il dit « J'ai appris à me battre contre des combattants, je n'ai pas appris à me battre contre des édredons. » Et ça, c'est sûrement... il y aurait eu quelques résistances, il y aurait été, ça aurait peut-être fait ce qu'on appelle aujourd'hui un clivage. Il n'a pas eu, hein, c'était comme ça. Et il met plus bas que terre tous ces généraux qui ont manqué de caractère. Ça a été vraiment le... Alors, après coup, c'est toujours facile hein, de dire il aurait fallu faire ceci, il aurait fallu faire cela. J'ai lu, je ne sais plus qui a dit ça, je ne sais pas si c'est pas mon père. Il aurait fallu envoyer Jouot à Oran, Zeller à Constantine pour prendre le commandement. Hein, parce qu'à Constantine, Gouraud a dit oui, a dit non, a dit oui, a dit non, a dit oui, mais il a dit oui parce que mon père est allé avec un papier en disant je me rallie au général Charles et vous signez ici. Mais c'était trop tard. Hein. Et à Oran, c'est De Pouilly qui a traîné un peu, et on a envoyé Gardi et Argout, qui n'avaient pas, vis-à-vis des généraux de zone, suffisamment de poids. Hein. Bon. Alors, bon, ben, vous connaissez la suite. Hein, Charles se rend tout de suite. Zeller se cache dans Alger, d'abord chez son beau-frère Jean Siméon qui habitait chemin des Glycines. Hein, et ensuite, il est conduit par Mohamed Toumarel, le majordome de Jean Siméon, à un pensionnat à l'école Sainte-Geneviève. Et puis, bon, il est au courant, et au bout de quelques temps, je ne sais plus si c'est le 6 ou 7 mai, il apprend, il suit en particulier Gouraud
qui est envoyé à la santé. Il se sent responsable. Bon, il a 63 ans. 63 ans de l'époque, c'est pas 63 ans d'aujourd'hui. C'est pas un homme de la clandestinité, c'est un très bon organisateur, je crois que tout le monde l'a dit. Il a quand même 10 citations, hein, il ne faut pas oublier ça. C'est pas un ripincelle. Hein. Et donc, il écrit au général Vézinet, qui commandait le corps d'armée, en disant je vais me rendre à l'autorité militaire, il ne veut pas tomber dans les mains de la police. Et donc Vézinet lui envoie le général de Belnay, et il se retrouve colonne Voirol. Et là, il est emmené par les militaires. Il y a un commissaire de police qui essaie de l'interroger, évidemment, il n'était rien de mon père, et il se retrouve à la santé. Donc ça, c'est vers le 7 mai, 6 mai, exactement. Salan et Chouot, bon, vous savez, donc d'abord la Mitidja, ensuite, il faut renouer les liens. Salan reste quasiment tout le temps après à Alger. Et vous savez ce que c'est que, vous imaginez ce que c'est que de commander une organisation clandestine, hein. On se retrouve du temps de la résistance, imagine, vous savez bien tous les réseaux de résistance, et l'autonomie, la difficulté de centraliser tout ça. Jean Moulin n'a jamais été accepté par tout le monde, hein. D'ailleurs c'est sans doute quelqu'un d'un réseau qui l'a livré. Et donc, les difficultés d'être à la tête de l'OS, il est quand même 1 an dans la clandestinité, ce qui manque la complicité de la population. Et donc, il ne faut pas oublier ça. Hein. Alors, donc, je ne sais pas ce qu'on a vu. Alors ça, c'est un interview donné en novembre 61 à la Columbia Broadcasting Station, à la CBS, dans des conditions assez rocambolesques, c'est-à-dire qu'on a fait croire aux reporters et aux caméramans qu'on allait, je sais